Waiting idon diam lanu akan Alioi mau nam pendoi menyam penda Jenabe karendende sukabe Gandeng kami bani akare legi jango Kanda bani labdobe me sare dunia Nayo Sukanayo menayo Sukanayo menayo Menayo Lady Ninayo Anayade Tanaima menayo Lady Ninayo Yade mananaye Kanayo menayo Kanayo menayo Sambanayo Sanaima Gambinayo Sanaima Baba Sirikinayo Sanaima Adamai Awanayo Pinggir pandam Peminian ma Atuma Sare dunia Nyanen kodam putih pada sukabe Saya ini sabruma Saya di menyamin ma Sadun di meyan mana
Sokanaya menayo, menaya. Sokanaya menayo, menaya. Bonjour, chers internautes. Après cette heure de détente de Sokonayo, on va entamer le live. On va laisser les gens se connecter un peu pour pouvoir débuter ce live sur le développement du capital client en environnement business to business. Nous remercions les gens qui sont déjà connectés, les internautes. Je dirais à l'entame du live que c'est avec un réel plaisir que je retrouve cette chaîne qui nous forme et qui nous informe Marketing TV Monde pour encore une fois de plus échanger avec les internautes. Je voudrais au passage souhaiter un joyeux Noël à la communauté catholique. Je remercie l'ensemble de mes collègues qui se sont succédés sur cette chaîne, cette merveilleuse chaîne. Je salue au passage Dr Gassama sur son exposé très enrichissant sur l'emploi des jeunes. Il a franchement bien développé, et puis les goulots qui étranglent un peu l'entrepreneuriat au Sénégal et les difficultés que rencontrent les entreprises. Dans ce sillage, s'inscrit aussi ce live qui va porter sur le développement du capital client en environnement business to business. Attachez vos ceintures, je pense qu'on va débuter ce live. Brièvement, nous allons rappeler les spécificités du marketing business to business. Ce live sera divisé en 3 étapes. Quand tu parles de marketing, bon, il y a les généralités, il y a aussi les spécificités suivant le secteur d'activité où on exerce ce marketing. Il y a le marketing de masse, bon, pour les sociétés de production qui vendent les produits et services aux particuliers. Il y a aussi le marketing spécial qu'on appelle le marketing business to business. Par définition simpliste, hein, c'est le marketing des entreprises qui vendent leurs produits et services à d'autres entreprises. C'est le marketing entreprise ou bien entreprise même peut s'appeler organisation. Organisation, c'est le cas le plus général, organisation. Les produits et services, ces produits et services, on les appelle souvent des solutions. Bon, sur ce qui est plus moderne, des solutions, parce qu'une solution, c'est pour procurer des bénéfices à une clientèle. Parce que les clientèles, ils n'achètent pas souvent le produit ou le service, mais le bénéfice que procure le produit ou le service. Donc, nous allons parler des spécificités opérationnelles. Bon, un rappel juste, parce que dans le marketing B2B, il y a mon mentor, professeur Al-Diouf, qui parle des 10 commandements du B2B à maîtriser pour naviguer dans la rivière B2B ou bien dans la mer au requin B2B. Il y a les nouvelles opportunités à saisir aussi pour le développement de la clientèle en B2B avec la révolution numérique qui a bouleversé un peu les fondamentaux de la conquête et de la reconquête et du développement et de l'engagement de la clientèle. Nous allons parler aussi de la stratégie et des plans d'action que nous allons résumer en 4 étapes pour ceux qui veulent conquérir jusqu'à fidéliser les clients en passant par la reconquête. Parce que la clientèle, c'est la conquête jusqu'à la reconquête. C'est conquérir le client, après développer le client, engager le client et reconquérir aussi le client en cas de perte ou d'attrition de la clientèle. Pour la première partie, on va faire un rapide survol des spécificités opérationnelles du B2B. Parce qu'on parle du marketing entreprise-entreprise. Parce que développer un portefeuille client, capital, ça se résume à portefeuille. Portefeuille, c'est-à-dire l'ensemble de la clientèle qui travaille avec l'entreprise. Ça peut être un client ou bien les suspects qualifiés que l'on veut conquérir aussi.
Parce qu'avec l'érosion aussi du capital client, il faut aussi constamment faire de la conquête et de la reconquête de la clientèle. Parce que souvent, l'initiative entrepreneuriale au Sénégal et partout, souvent, le premier facteur d'échec, parce que souvent, il y a des entreprises qui naissent mort-nés. Parce que le premier facteur d'échec pour une entreprise, souvent, c'est le défaut de marché. Le défaut de marché ou bien le défaut de clientèle. On produit un produit ou un service, ou bien on fabrique un service ou un produit, mais à la limite, après quelques années, on n'a plus de clients parce que souvent, il y a la concurrence qui vient s'ajouter à notre activité. Il y a aussi le développement technologique et les clients qui suivent aussi la tendance de la modernité. Si l'entreprise ne suit pas, ou bien si l'entreprise n'a pas de stratégie efficace de conquête de sa clientèle, il risque d'avoir des difficultés à long terme. Souvent, il y a des défis de marché qui occasionnent aussi des échecs patents dans les entreprises, dans les initiatives entrepreneuriales. Parmi les spécificités, on a 10 commandements du marketing B2B. Nous allons en citer les 3 commandements fondamentaux parce que l'environnement B2B est caractérisé par un nombre de prospects et de clients très restreint. Très restreint, c'est-à-dire on n'a pas à parler avec beaucoup de clients comme en marketing B2C ou bien parce qu'il y a le marketing de masse. On a des millions de clients qu'on veut toucher. Pour le B2B, bon, il y a un nombre de clients très très restreint qui peuvent se compter. Souvent 10 ou bien 200 clients. On a en face de nous des acheteurs qui ont une configuration qu'on appelle de monopsone ou d'oligopsone. Monopsone, c'est quand on est en face d'un seul acheteur. Dans le secteur de l'énergie au Sénégal, par exemple, l'ensemble des providers, par exemple des independent electrical providers, c'est-à-dire les gens qui produisent l'électricité, ils ont un seul client, c'est la Sénélec. Le Sénélec. Bon. Donc, ce sont des marchés de monopsone. Il y a aussi des marchés d'oligopsone où les acheteurs se comptent pratiquement par 2 ou bien 3 acheteurs. Quand on a ça, il y a ce qu'on appelle aussi un marketing spécial à développer pour pouvoir aussi exister et continuer aussi à produire. Il y a aussi ce qu'on appelle dans les marchés monopsoniques ou bien oligopsoniques, ce qu'on appelle la dépendance exagérée. Parce que souvent, il y a un seul client qui produit l'ensemble de nos chiffres d'affaires. Ça aussi, ça... parce que quand tu prends le cas des ICS, avec ce qui se passe avec Endorama aussi, parce que quand on diversifie le nombre de clientèles, quand on ne lutte pas contre l'érosion du portefeuille client, souvent on est confronté à ce genre de difficultés. Donc, ça aussi, ça demande aussi de revisiter constamment le capital client, pouvoir le développer, pouvoir reconquérir, pouvoir chercher aussi d'autres horizons, faire des stratégies d'expansion et de reconquête de la clientèle. Il y a aussi dans cet environnement business to business, ce qu'on appelle la complexité de la décision d'achat. Parce que c'est des achats très impliquants. Ce n'est pas une seule personne qui se lève, ce n'est pas des achats routiniers comme en B2C ou bien des achats de renouvellement, souvent. Il y a un processus très complexe quand il s'agit d'acheter un produit ou un service. Donc, il y a ce qu'on appelle un spectre de décision. Il y a les décideurs, il y a les prescripteurs, il y a les fils, il y a tout un tas de personnes ou de personnalités qui agissent et qui interagissent dans la prise de décision d'achat. Il y a ce qu'on appelle les décisions à long terme. En B2B, ce n'est pas un marché qui se concrétise en 2 ou 3 ou bien 4 jours ou bien une semaine. C'est des négociations qui se conduisent sur des mois ou bien des années. Parce que vendre, par exemple, une centrale nucléaire, ça ne se négocie pas, par exemple, en 2 jours, en 3 jours. C'est beaucoup de décideurs qui vont s'asseoir autour d'une table pour décider lequel prestataire choisir, suivant beaucoup de critères d'achat. Donc, c'est des décisions très longues. Si vous prenez l'exemple de l'autoroute à péage, bon, ou bien des stades de Diamniadio, stade olympique, ou bien des grands ouvrages, bon, des flagships, des ouvrages emblématiques que le Sénégal ou bien les autres pays essaient de mettre sur pied, bon, la décision d'achat aussi est extrêmement longue, et puis le spectre est extrêmement fourni, c'est beaucoup d'acteurs qui agissent pour la décision finale. Donc, quand tu es fournisseur de services ou bien entreprise qui travaille en environnement B2B, il y a un facteur important qu'il faut maîtriser aussi, c'est le métier du client. Il faut être expert dans le métier du client. On ne peut pas interagir ou bien conseiller ou bien vendre une entreprise, or que dans son métier, on ne peut pas le conseiller, ni l'orienter, ni aussi l'expliquer la solution de façon claire et formelle. Donc, il y a ce qu'on appelle aussi l'accompagnement personnalisé. Chaque client, même il y a ce qu'on appelle la stratégie de micro-marché. Chaque client, c'est un marché.
il faut avoir des stratégies, des tactiques, depersonalized, c'est-à-dire il faut hyper personnalisation des relations clients. Donc ça, c'est les trois fondamentaux essentiels de l'environnement B2B. Les clients sont restreints, on peut les compter. Ce n'est pas un environnement où on est en face de millions d'eux. Les décisions d'achat sont très complexes, où il y a beaucoup d'intervenants qu'on appelle le spectre, ou bien le centre d'achat qui interviennent, qui interagissent dans la décision finale. Les décisions aussi d'achat sont très longues, ça s'étend sur des mois, des années, pour pouvoir faire signer aussi le marché. Il y a aussi une nouvelle donne qui est venue se greffer, qui peut apporter des opportunités sur le plan de la négociation, de l'approche aussi conquête de la clientèle, c'est la révolution numérique, qui consacre ce qu'on appelle la dématérialisation des processus marketing et vente. Avec le numérique, d'aucuns disent qu'il y a 60%, l'acheteur peut faire 60% de son parcours d'achat sans pour rentrer en compte avec l'entreprise. Parce que l'entreprise est présente en online et en offline. Via les sites web, bon, on peut visiter le site web de l'entreprise, visiter ses produits, avoir toutes des masses d'informations sur l'entreprise sans pour autant rentrer en contact avec l'entreprise. Donc, l'entreprise doit avoir une existence digitale, ce qu'on appelle une existence numérique assez claire, les produits et services bien exposés, bien expliqués, avec beaucoup d'informations, même la digitalisation aussi des processus de vente. Donc, l'entreprise ou bien l'acheteur a accès à des comparateurs aussi. Parce qu'on peut s'asseoir dans sa maison, chez soi, consulter les offres de l'ensemble, beaucoup d'entreprises, avec les outils de comparateurs, des prix. C'est fixé sur un prix avant de choisir un prestataire. Au lieu de s'attacher les services d'un commercial ou bien d'un marketeur, bon, l'acheteur peut franchement avoir toutes les informations dont il a besoin. Même ça, cette nouvelle donne a impacté le B2B. Même, il y a une tendance même liée commerciale B2B, doit avoir de nouvelles qualifications aussi en 2.0, même on dit 4.0 aussi, pour pouvoir aussi toucher, utiliser l'ensemble des canaux indiqués pour pouvoir toucher la clientèle. Donc, le marketing, pour pouvoir aussi développer son capital client, le marketing de conquête va quitter le marketing de produits où les UPS, c'est-à-dire l'Unique Selling Proposal, c'est-à-dire les promesses produits, vont quitter ce qu'on appelle les caractéristiques avantages produits seulement pour partir vers le marketing client. Parce que le marketing client, il y a ce qu'on appelle une philosophie de co-développement. Une philosophie de co-développement, c'est une vente basée sur le conseil et sur le service. Parce que vendre, c'est rendre service aussi. Donc, il faut franchement être expert dans le métier du client, essayer de développer ou bien avoir une stratégie de co-dev avec son client. Parce que en temps, le marketing classique, c'est le produit qu'on vend. L'entreprise qui met son produit dans le marché doit définir son produit, il connaît ses caractéristiques et les avantages. Il définit son prix, il définit l'endroit où il pourra vendre son produit, et puis la promotion aussi, comment il va s'y prendre pour promouvoir le produit. En B2B, ces 4 P ne tiennent plus. Il y a une nouveauté maintenant que je vais appeler les 4 SR plus 1. Les 4 SR plus 1, qui est un marketing orienté client. Au lieu de parler de produits maintenant, les entreprises n'achètent plus les produits, mais achètent une solution à leur problème. C'est la solution. Il faut penser aussi à retour sur l'investissement. Le premier SR, c'est Solution and Return. La solution globale, parce qu'actuellement, les entreprises qui gagnent plus de marché, même au Sénégal, c'est les entreprises qui vendent des solutions globales. Même dans le BTP, tu prends une solution clé en main. Après, tu vas faire des alliances de co-traitance avec les autres entreprises pour pouvoir aussi vendre la solution globale. Mais quand tu t'inscris dans des lots unitaires, parce que le maître d'ouvrage ou bien celui qui donne le marché veut parler avec un seul interlocuteur. Donc l'effet de taille ou bien c'est extrêmement important pour pouvoir comprendre aussi la solution globale en B2B. Il faut aussi pouvoir démontrer au client avec ma solution le bénéfice qu'il va tirer, c'est-à-dire le return on investment. Donc le produit et le prix deviennent la solution et le ROI.
et le ROI, return on investment. Il faut que le client puisse aussi rentabiliser la solution achetée. Il faut aussi avoir donné des tableaux de bord et des métriques extrêmement claires pour l'entreprise pour pouvoir calculer ce que je dépense et ce que je gagne. Pour aussi pouvoir avoir des fondements vraiment clairs pour pouvoir prendre une décision d'achat. Donc, après, comme c'est marketing orienté client, le deuxième SR, c'est Seduction and Reach. Séduction, il faut avoir la capacité de séduction du spectre. Le spectre, c'est l'ensemble des personnes engagées dans la décision d'achat. Il faut les séduire. La séduction, avec tous les artifices de séduction, il faut pouvoir aussi comprendre ce que le client veut, avoir les canaux appropriés pour pouvoir toucher le client aussi. Tout cet armada de séduction et pouvoir aussi comprendre là où retrouver le client avec le développement du numérique. Avec les plateformes, on a tous les canaux appropriés pour pouvoir toucher sa clientèle. Donc, cette révolution va impacter lourdement le B2B. Au lieu d'engager la force de vente en offline, il faut aussi engager la force de vente en online. Extrêmement important pour pouvoir toucher le B2B. Le troisième SR aussi, quatrième SR, il faut raisonner aussi support et relations. Le support, c'est les canaux offline et les canaux online. Le digital aussi a un apport extrêmement essentiel pour pouvoir aussi développer le capital client en B2B. La relation aussi, donc quand on est entreprise orientée client, il faut bâtir des close relationships, c'est-à-dire des relations, de très bonnes relations qu'on appelle structurées avec le spectre. Il faut connaître le spectre, le centre d'achat. Chacun a des motivations personnelles et des motivations professionnelles. En négociation commerciale, ce n'est pas seulement le produit en tant que décision rationnelle. Toutes les décisions en B2B ne sont pas des décisions rationnelles. Il y a aussi des décisions émotionnelles. Il faut savoir démontrer le bénéfice qu'il y a, c'est-à-dire ce que le client va obtenir sur la solution que vous allez proposer. Il y a aussi les boutons émotionnels. Parce que l'achat en B2B, ce n'est pas 100% rationnel. Il ne faut pas dire que celui-là, ce n'est pas un robot. C'est un être humain avec ses sentiments. Avec aussi ses décisions. Il a des motivations personnelles. Peut-être que le gars qui est là, il veut une promotion. En décrochant ce marché-là, peut-être qu'il sera promu sur tel ou tel poste. Donc, ça n'a rien à voir, c'est des motivations personnelles. Ça aussi, il peut être vu comme quelqu'un qui a réussi à décrocher tel ou tel. Il peut être vu pour quelque chose. Il y a beaucoup de motivations qui aussi, quand tu développes, il faut avoir toute une batterie aussi de stratégie pour pouvoir aussi convaincre le client, pour pouvoir aussi étoffer ton portefeuille client. Il faut agir sur les bénéfices client, parce que le client, il n'achète pas un produit, il achète les bénéfices que procure le produit. Il faut savoir aussi exposer ton produit ou bien ton service, quel bénéfice il procure au client. Il y a aussi les boutons émotionnels aussi à faire agir. Le client, ce n'est pas un robot, c'est une personne, douée de sens et de sensibilité. Donc, il faut savoir l'expliquer. Bon, il y a beaucoup de... parce que le client actuellement est devenu un média. Un média. Il peut parler positivement ou négativement de ta solution. Donc, convaincre le client, c'est convaincre ce qu'on appelle un groupe autour de lui. Parce qu'il y a souvent dans les canaux online ce qu'on appelle les TripAdvisor ou bien le Glassdoor. Il y a beaucoup de testimonials, il y a beaucoup de recommandations, il y a beaucoup de clients qui parlent dans ces plateformes-là du bien ou du mal d'une certaine entreprise. Il y a certaines entreprises, ils surveillent les community managers, ils surveillent ces genres de plateformes pour voir ce que les clients disent de leurs produits ou bien de leurs solutions. Donc, il faut savoir aussi maîtriser que le B2B, c'est un nombre de clients qui se compte par centaines ou bien par dizaines. Ces clients-là sont pour toi et la concurrence. Les décisions sont complexes, ça intègre beaucoup de personnes. Les décisions aussi sont longues, tu peux vendre un projet et rester 5 ans sans vendre un projet. Les entreprises qui vendent des centrales nucléaires, vous ne me dites pas qu'ils vendent toutes les années une centrale nucléaire. Tu peux vendre les gens qui font des autoroutes à péage ou bien les trains, le terre, la négociation, c'est établi sur combien d'années? C'est près de 5, 10 ans. Celui qui met en place le projet, peut-être qu'il a ce qu'on appelle ses motivations personnelles, c'est réélu aux prochaines élections. Il cherche un bilan aussi. Parce que aussi, dans la presse, il faut chercher un bilan pour pouvoir aussi
en tant que président être élu aux prochaines élections. Ça aussi, c'est extrêmement important, quoi, parce que quand tu gères un budget, il faut montrer quelque chose, quoi. C'est pourquoi on met sur place ce qu'on appelle les projets emblématiques des flagships, pour pouvoir aussi montrer aux gens que moi, j'incarne la modernité, j'incarne aussi le bâtisseur, quoi. Donc, nécessairement, il faut des gens qui pourront comprendre ta motivation rationnelle et la motivation irrationnelle. Qu'est-ce qui te motive à pouvoir faire ça? Ça aussi, c'est extrêmement important. Les acteurs du B2B doivent comprendre qu'on est en face des gens rationnels, mais aussi, il faut agir sur les bénéfices qu'elle a, il faut agir aussi sur les boutons émotionnels. Donc, c'est extrêmement important de savoir ça. Nous avons fait une lecture transversale, ou une explication superficielle, un peu de les spécificités, les commandements, et la nouvelle révolution qui impacte le secteur du B2B. Nous allons parler aussi des stratégies que j'ai établies sur 4 axes. Parce que ça, c'était une introduction pour faire comprendre aux non-spécialistes du B2B que c'était l'application spécifique du marketing pour les entreprises ou organisations qui vendent leurs produits, services ou solutions à d'autres organisations. Ces organisations peuvent vendre ce produit ou service en l'état, ou bien c'est des intégrateurs qui prennent ce produit ou bien service et le transforment pour des marchés particuliers. Ça aussi. Dans la stratégie des moyens ou bien de l'action, il faut aussi conquérir la clientèle. Il y a une stratégie de conquête. Parce que faire du marketing, c'est agir sur le marché. Quand tu n'agis pas sur le marché, tu ne fais pas du marketing. Pour conquérir, il faut séduire et convaincre. Séduire, on peut utiliser les canaux online et les canaux offline. Parce que le numérique aussi a apporté de nouvelles possibilités aux entreprises pour pouvoir aussi toucher leurs clients. Et puis, ça a réduit aussi les coûts de conquête. Parce qu'avec les plateformes, on peut diffuser du contenu, parler de beaucoup de choses sur son entreprise. Même les clients peuvent venir aussi chatter sur ses produits et services sans pour autant rentrer avec un commercial ou bien être aidé par qui que ce soit. Développer la clientèle, séduire et convaincre, c'est passer par le développement de la visibilité. Il faut créer ce qu'on appelle une préférence. Ta visibilité en online ou bien en offline. Il y a ces gens qui s'appellent robot ou bien solomo. C'est-à-dire, ça c'est des terminaisons, bon, un peu digitales qu'on n'aura pas le temps un peu de développer. Mais tu peux présenter en offline et vendre en online. Ou bien présenter en online, vendre en offline, ou bien vice-versa. Offline, online, tu peux combiner ces gens. Il y a beaucoup d'entreprises B2B, ils ont des showrooms offline, mais tu peux acheter en online. Tu prends la plateforme, par exemple le marketplace Alibaba, tout se passe, ça peut se passer en offline ou bien en online. C'est pas pour rien aussi avec la Covid ou bien le Covid, c'est pas qu'est-ce qu'il faut dire, il y a des gens qui disent, il y a les plateformes, il y a l'achat numérique qui s'est développé de façon fulgurante. Parce qu'avec la distanciation physique et sociale, les gens ils passent par les maquettes bifaces pour pouvoir aussi rencontrer les acheteurs et les fournisseurs auprès de la plateforme pour pouvoir faire la décision d'achat. En B2B, il faut dépasser ce qu'on appelle les discours informatifs et rationnels. J'ai dit à l'entame de mon propos pour ce qu'on appelle les boutons émotionnels, il y a beaucoup de personnes, ils n'achètent pas de façon rationnelle. Peut-être que des fois, pour faire tomber un marché, tu peux avoir ton promotionnaire. Il y a ça c'est pas dans les entreprises. Tu viens présenter ton offre, vous avez le même établissement, vous avez le même diplôme, ça a un effet, un impact aussi sur la décision de l'achat. Ou bien c'est ton promotionnaire, ou bien tu le connaissais, c'est ton ami, c'est l'ami de... Même dans le secteur marabout, il y a des gens qui font tomber les marchés en passant par le marabout. Ça n'a rien à voir avec le rationnel, c'est l'émotionnel qui joue. Donc il faut agir sur ces deux leviers. Donc, ce qu'on appelle, la séduction passe par la création d'un univers de marque. L'univers de marque comme Apple. C'est-à-dire, appartenir à la famille Apple, c'est une famille. Ce n'est plus maintenant une marque, c'est le besoin d'appartenance. Il faut créer ce qu'on appelle une histoire pour la marque. Une histoire, c'est-à-dire un storytelling. Pourquoi cette marque? C'est-à-dire le pourquoi. Il y a beaucoup de marketeurs, ou bien ils vendent le comment du produit. Les gens connaissent le comment en lisant, mais le pourquoi. C'est le pourquoi qui agit sur les boutons émotionnels. Qu'est-ce qui te fait, par exemple, pourquoi tu as créé cette entreprise? Quel est l'apport ou bien le progrès que tu vas aussi mettre pour l'humanité? Ça aussi, il faut créer un discours de pourquoi, c'est-à-dire le storytelling autour de la marque. Il faut ce qu'on appelle aussi une stratégie de communication et de contenu.
avec la révolution numérique, avec les plateformes, avec aussi le développement de ce qu'on appelle l'inbound marketing. L'inbound marketing, il y a aussi l'outbound marketing. L'outbound marketing, c'est l'offline. L'inbound marketing, c'est aussi le online. Tu fais venir les clients. Comment? Par ce qu'on appelle le lead nurturing. Le lead nurturing est passé par les réseaux sociaux, les plateformes pour le networking. Tu crées des contenus, des articles, des blogs dans le métier des clients. Tu leur éduques, tu formes, tu informes la clientèle. Donc, la création de blocs d'entreprise, c'est extrêmement important pour aussi ce qu'on appelle la création, la conquête des clients. Il faut créer des contenus utiles et utilisables par vos clients. Il faut aussi passer par l'éducation, la formation, et puis beaucoup de canaux pour pouvoir aussi éduquer votre clientèle et puis les amener vers vous. L'inbound marketing, c'est tellement efficace aussi pour pouvoir aussi capter la clientèle. Il faut aussi se faire ce qu'on appelle toucher les clients par les canaux, par l'utilisateur final. Parce qu'en B2B, souvent, c'est une entreprise qui va à d'autres entreprises. Tu oublies ce qu'on appelle le marché de la valorisation. Le marché de la valorisation, c'est l'usage fait de son produit. Par exemple, tu peux, entre l'entreprise qui fabrique le produit et le dealer, c'est-à-dire le distributeur du produit, il y a ce qu'on appelle le trade marketing. Le trade marketing. Le distributeur, souvent, il fait de la dissimulation d'informations. Parce qu'il ne veut pas que le constructeur ait accès au marché de la valorisation. Le marché de la valorisation, c'est le marché de l'utilisation du produit. Donc, quand tu es entreprise qui vend une solution ou un service, il faut jeter un coup d'œil dans le marché, ce qu'on appelle la valorisation. Pour voir quelle est l'utilisation faite du produit. C'est une mine d'informations pour pouvoir aussi faire de la stratégie d'innovation, améliorer ou bien aussi regarder comment relooker le produit pour ne pas être surpris par la concurrence. Même avec le développement de ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité, l'acte de possession n'est plus maintenant nécessaire. Mais c'est le service rendu par le produit maintenant qui prime sur l'acte de possession. Par exemple, je donne un exemple. Boeing ou bien les compagnies d'aviation, au lieu de louer ou bien de vendre un avion, ils vendent des heures de vol. Parce que celui qui exploite l'avion, il n'est pas intéressé par le moteur de l'avion, ni par le type d'avion, mais qu'il puisse vendre un service de voyage. Que son avion puisse voler de Chicago ou bien de Dakar à Paris à un temps raisonnable, que les clients soient satisfaits du service, c'est ça. Mais la possession de l'avion ne l'intéresse pas. Donc, c'est l'économie de la fonctionnalité. Donc, il faut aussi regarder dans le marché de la valorisation, de l'utilisation des services. Excusez-moi. Comment l'avion est utilisé pour pouvoir aussi réformer, pour pouvoir aussi améliorer le service. Il faut aussi faire ce qu'on appelle... Il y a des gens qui perturbent là avec leurs appels là. Excusez-moi là. C'est le marché de la valorisation. Les marketeurs, il faut, quand tu fais du trade marketing entre organisation et organisation, il faut aussi jeter un coup d'œil dans le marché de l'utilisation, comment ton produit et service est utilisé dans le marché de la valorisation. Donc, il faut aussi faire ce qu'on appelle de l'intelligence ou bien de la veille. Parce qu'être intelligent, c'est récolter l'information stratégique et utile pour ton activité, pour pouvoir aussi prendre des décisions stratégiques. Il ne faut pas être dans la myopie stratégique en marketing B2B. Parce que ta solution ou bien ton produit ou service peut être imité. Parce que dans la stratégie concurrentielle de Michael Porter, l'entreprise baigne dans un magma composé de beaucoup de forces qui veulent dominer l'entreprise. Il y a la concurrence qui est là, qui regarde ce que tu fais. Il y a aussi les nouveaux entrants. Il y a les nouveaux entrants. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans la stratégie de l'imitation. Ils sont pas dans le... Ils regardent l'entreprise faire le pionnier et puis ils recopient. Quand tu vois Samsung, Apple et les compagnies de téléphone, ils sont dans l'imitation. Il y a beaucoup de... Il y a une entreprise qui drive l'innovation, ou bien qui drive l'initiative. Les autres, ils attendent que cette entreprise lance un produit dans le marché et puis pour pouvoir copier. Au Sénégal, bon, c'est un exemple. Quand tu prends un Free, ils sont les mêmes de services, à moyennant quelques différences près. Quelle est l'entreprise qui crée l'innovation? Quels sont les suiveurs et les challengers? Quel est le leader? Donc, souvent, c'est le challenger qui est intéressant, souvent c'est le leader. Donc, c'est à toi de regarder quelle position. L'essentiel, c'est de pouvoir satisfaire tes clients, que ton produit ou service soit compris et adopté par la clientèle. Donc, être orienté client,
En anglais, ce qu'on appelle le customer centric en B2B, orienté client, customer centric. Il y a beaucoup d'entreprises qui, actuellement, qui changent le discours marketing. Au lieu d'orienter produit, il y a un discours, c'est une entreprise orientée client. Mais orienté client, c'est savoir aussi connaître la souffrance du marché. En anglais, on l'appelle pain money time. Pain money time, c'est le pain, c'est la souffrance. Quand tu mets un produit, un service dans le marché, il faut que ce produit résout, par exemple, une souffrance du marché. Il y a un manque ou bien un besoin à satisfaire. Quand ton produit ne satisfait un besoin spécifique, tu as 1000 chances pour ne pas avoir de clients. Tu es dans ce qu'on appelle le déficit d'opportunité ou de débouché. Il faut aussi que ta solution puisse économiser du temps. Parce que le temps, c'est de l'argent. Il faut le mettre aussi dans le filtre du time et du money. Est-ce que ça économise de l'argent? Par exemple, quand tu crées un logiciel, est-ce que ce logiciel-là, il résout une douleur dans le marché? Est-ce que ce logiciel a fait économiser à mon client du temps et de l'argent? C'est ce qu'on appelle pain money time. Un besoin est là, ma solution est là. Est-ce que moi je comprends quelle est la souffrance du marché? Parce que souvent, les instituts B2B, ils n'achètent pas pour rentrer dans quelque chose. Le B2B achète pour sortir d'un problème, mais il n'achète pas pour rentrer dans un problème. Il y a beaucoup d'acteurs de l'innovation, bon, ils créent ce qu'on appelle, ils déplacent les standards du marché, mais le client, il est sceptique. Bon, quand je rentre dans ce carcan-là, comment faire pour en sortir? Donc, est-ce que ça règle mon problème? Parce que ma souffrance, c'est ça. Donc, il faut travailler pour faire sortir le client d'un problème au lieu de le faire rentrer dans un autre problème. C'est ça l'idée. Donc, la conquête, bon, il y a beaucoup d'outils. Il y a ce qu'on appelle le lead nurturing. Il faut passer par l'offline et l'online. Il faut aussi raconter une histoire. Il faut créer des articles de blog. Il faut avoir ciblé les canaux où trouver vos clients pour pouvoir aussi les conquérir. Il faut aussi faire du marketing aval, c'est-à-dire faire jeter au bout de la masse de la valorisation pour pouvoir aussi regarder comment ton produit est utilisé pour pouvoir ne pas avoir un bouche à oreille négatif. Après la conquête, il faut développer la clientèle. Développer la clientèle, c'est augmenter le panier moyen. J'ai un client, j'ai essayé de voir ce qu'on appelle en anglais le customer life value, la valeur client à vie. Il faut essayer de les développer et accompagner par les clients. Il faut aussi ce qu'on appelle, pour développer les clients, il faut animer et développer. Animer, c'est animer la relation avec les clients. Il faut que le client aussi soit satisfait. Il faut aussi que le service ou le produit soit standardisé, amélioré. Attends, pour que le client aussi puisse sentir aussi le prestataire à côté de lui, le client aussi puisse avoir bâti une relation à long terme, gagnant-gagnant avec le prestataire. Il y a beaucoup d'entreprises qui naissent mornées. Ils ne savent pas retenir un client. Parce qu'un client, il faut toujours le séduire. C'est toujours une vente. L'heure de vérité, chaque fois que tu es avec le client, il ne faut jamais se dire que ce client il est conquis. Aucun client n'est conquis. Les clients sont infidèles. Il faut les séduire, il faut les satisfaire, il faut franchement les enthousiasmer. Comme le dit M. Moutabakan, il faut les enthousiasmer. C'est extrêmement important. Il faut aussi ce qu'on appelle développer la profitabilité du client. Développer un client, c'est développer la profitabilité. C'est un point très lourd à prononcer, la profitabilité du client. C'est-à-dire ce que le client apporte à l'entreprise aussi. Parce que miser sur les clients non profitables, c'est franchement saborder votre chiffre d'affaires et puis ça, c'est pas intéressant. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le coût d'acquisition d'un client. Il faut que le client aussi, quand il investit des moyens de conquête, il faut que le client soit rentable aussi. Il faut se regarder aussi le sell-in. J'avais dit le sell-in, c'est-à-dire la vente entre celui qui produit et son distributeur, c'est ce qu'on appelle le sell-in. C'est entre vous. Mais le sell-out aussi, c'est ça qui drive le sell-in. Le sell-out, c'est entre le distributeur et le marché de la consommation. Quand je suis, par exemple, Sonacos, je vends de l'huile. Je vends au distributeur. Des fois, les distributeurs, ils peuvent voir une huile qui est qui a plus de qualité, plus demandée par les clients. Ça fait une érosion de mon chiffre d'affaires. Donc le sell-out, c'est-à-dire le marché de la valorisation, il faut jeter un côté pour faire augmenter aussi le sell-in. Le sell-in, c'est ça qui fait bouger ton produit. Restez aussi proactif. Proactif, c'est-à-dire que ne pas être dans la myopie aussi informationnelle, et puis aussi dans la myopie de la satisfaction
dès le early stage, c'est-à-dire que c'est dire que ce client-là, il est déjà actif, parce que la fidélité n'est jamais acquise pour les clients. Il faut savoir les garder, il faut savoir les satisfaire, il faut savoir tout faire pour pouvoir les conserver. Il faut faire ce qu'on appelle la segmentation. Faire du marketing, c'est segmenter. Parce qu'on ne s'adresse pas à un client ou bien à un tas de clients, surtout en B2B de la même façon. Il y a les gros clients, il y a ce qu'on appelle la segmentation RFM, recense, fréquence, amount. Les spécialistes du marketing vont savoir ce qu'ils disent. Il y a la segmentation aussi FRAP. C'est des métriques, des scorecards que tu peux mettre un tableau de bord pour pouvoir recenser dans ce client il achète. Est-ce qu'il est récent dans ses achats? Est-ce qu'il est fréquent? Est-ce que le montant aussi du volume d'affaires? Il y a le FRAT, c'est des métriques d'informations qui te renseignent sur la valeur client, qui te renseignent aussi sur le volume d'affaires que le client amène. Pour pouvoir aussi segmenter le client, pour pouvoir aussi utiliser des outils marketing de fidélisation appropriés à chaque client. C'est l'hyper-personnalisation des clients. En B2B, il faut segmenter ta base de clientèle. Souvent, tu vois 15% des clients qui engendrent 60% de son chiffre d'affaires. Donc, le traitement que tu as à ces 15%-là, ce n'est pas la même chose que les clients qui n'apportent rien du tout, quoi. Il y a ce qu'on appelle la stratégie aussi de micro-marché. Chaque client, c'est un marché. Il faut le traiter comme tel. Il faut aussi ce qu'on appelle en B2B, conjuguer le business et le relationnel. Parce que une relation commerciale, ce n'est pas une relation purement one-shot. C'est-à-dire, l'aspect transactionnel, souvent, n'est pas très primordial. Parce que c'est l'aspect relationnel qui crée la fidélisation. Il faut allier aussi ce qu'on appelle l'aspect transactionnel et la personnalisation aussi du discours avec les clients et de l'offre. Moi, je préfère ce qu'on appelle la sécurisation du profit à long terme que la maximisation du produit à court terme. Donc, je sécurise mon produit à long terme au lieu de faire ce qu'on appelle de la vente one-shot, c'est-à-dire ce client-là, quand je fais une vente avec lui, bon, je m'en débarrasse de lui, quoi. Quand tu fais ça, il y a une érosion volontaire du portefeuille client. Ça ne contribue pas au développement de ta clientèle. Ça aussi, il faut bien le savoir. Après la conquête et le développement, il faut savoir aussi le cycle de vie, parce qu'un client, un produit, un cycle de vie. Le R&D passe par ce qu'on appelle la création du produit, le lancement, la maturité, la croissance du produit, la maturité, le déclin. Un client aussi a un cycle de vie. Parce que le client quitte l'étape de suspect. Par exemple, un client inactif. Il passe à un suspect. Moi, j'identifie dans ma conquête que je peux travailler avec tel ou tel client. Ce client passe de suspect, client inactif, à bas suspect. Identifié. Moi, j'identifie. Dans ma stratégie de conquête, je fais passer le suspect à un prospect qualifié. J'ai des informations sur l'entreprise, sur son spectre d'achat, sur ses décisions, ses motivations, comment il achète. Cet client-là, prospect qualifié, je vais le transformer, ce n'est pas de façon linéaire aussi. Parce que c'est des clients, bon, en étape de prospect qualifié, ils ne vont jamais travailler avec toi. Quand ce client est devenu maintenant un nouveau client, je vais essayer de développer le client. Développer le client, c'est-à-dire c'est augmenter le panier moyen. Augmenter aussi ce qu'on appelle le volume d'affaires avec cette clientèle. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le upselling. Le upselling. Essayer de vendre un produit, un service, pour pouvoir aussi augmenter le produit ou service que je vends à ce client. Quand le client maintenant est franchement acquis, tu passes par la stratégie de fidélisation, essayer de maintenir le client dans ma besace, c'est-à-dire dans mon portefeuille. Après, il y a ce qu'on appelle la stratégie d'ambassadeur. C'est à l'étape ultime de la conquête et du développement. Un client maintenant, c'est ce qu'on appelle, c'est un évangéliste. Il parle du bien de toi. C'est ce client qui représente ton business à l'extérieur. Tu bénéficies de ce qu'on appelle de bouche à oreille positif. Ça aussi, il faut essayer de faire passer le client du nouveau client vers le client ambassadeur. Parce que le client ambassadeur, le coût de maintien de ce client-là, c'est quasiment nul. Parce que aussi, un client, ça coûte cher. Un client, ça coûte cher. Il y a beaucoup de frais d'approche pour pouvoir conquérir un client, surtout un gros client. Il y a beaucoup de concurrents qui courent derrière ce client. C'est un lapin que tout le monde veut capturer. Tu peux aussi, pour conquérir ce client, développer des moyens colossaux pour pouvoir aussi faire tomber ce client-là. Et puis, souvent, c'est à coût de millions
Ça peut passer par beaucoup de choses, des frais d'approche. Les négociateurs ou bien des prospecteurs, ils savent très bien ce dont je parle. On est dans le milieu, on comprend exactement pour travailler aussi par les grandes entreprises du pays. Il faut sortir patte blanche, ça c'est sûr. Il faut vendre ce qu'on appelle le mouton à 5 pattes pour pouvoir faire tomber ces clients-là. Après le développement, il faut engager les clients. Engager les clients, c'est les fidéliser. Parce que fidéliser un client, ça ne suffit pas. Parce qu'un client fidèle n'existe pas. Les clients, naturellement, les clients sont infidèles. Comment les faire maintenant pour les passer de l'étape de la fidélisation vers l'étape de l'engagement? L'engagement, c'est le client qui a dépassé l'étape de fidélisation pour venir maintenant dans la case des ambassadeurs, qui représentent une entreprise, qui vont dire du bien de toi, qui vont chercher des marchés pour toi, des clients qui vont te recommander à d'autres entreprises. Ça, franchement, c'est le Graal, quoi. En B2B, c'est les marketeurs, c'est ça qu'ils cherchent, quoi. Il faut aussi faire ce qu'on appelle tu me donnes et je te rends. Il faut que cette relation soit une relation gagnant-gagnant. Il faut que les clients trouvent aussi ce qu'on appelle des arguments pour pouvoir rester chez toi. Il faut me gis bopam quoi. Les gars ils def le terme en wolof affaire bi gisuma ci sama bop quoi. Bo ci gisul sa bop, tu vas pas développer ce qu'on appelle la réciprocité. Parce que aussi développer un client c'est bien, mais l'engager c'est mieux. Tu peux le développer et les autres vont venir cerner ce client là. Pour pouvoir aussi engager les clients, il faut avoir segmenté ces clients-là. Ce client-là, comment faire pour entretenir ce client? Quelle stratégie dérouler pour entretenir ce client-là? Comment faire aussi pour maintenir ce client-là? Parce que les gros clients, les gros comptes, même il y a des entreprises qui nomment ce qu'on appelle les directeurs des grands comptes. Moi, quoi, les gens, bon, quand tu les acquiers, ton chiffre d'affaires est garanti. Ces clients-là, toutes les entreprises courent derrière ces clients. Voilà. Quand tu acquiers ce client, tu peux dormir, tu as ton objectif dans ta poche ou bien ton chiffre d'affaires. Mais quand tu perds ce client-là, c'est pratiquement 60% de son chiffre d'affaires qui va tomber à l'eau. Il y a beaucoup d'entreprises, c'est ça leur difficulté. Ils ont des déficits de segmentation. Comment faire pour entretenir telle ou telle clientèle? Donc, il faut être vraiment sérieux dans la segmentation. Il faut comprendre l'univers, l'environnement rationnel et l'environnement irrationnel de ton client. Parce qu'il y a des grandes entreprises qui sont dans l'innovation. Tu ne peux jamais leur vendre un produit qui sort du monde de l'innovation. Il faut comprendre quels sont les boutons émotionnels de ces entreprises-là. Parce que c'est le spectre, l'achat, ce n'est pas des robots qui achètent. Ce n'est pas l'intelligence artificielle. C'est des hommes doués de sensibilité qui achètent. Chaque personne a sa motivation professionnelle, sa motivation personnelle. Il faut agir sur les deux leviers-là. Les boutons rationnels et les boutons irrationnels. C'est comme ça qu'il faut agir en stratégie de conquête et de fidélisation. Il faut injecter ce qu'on appelle de l'émotionnel dans l'acte d'achat. Il y a aussi les programmes relationnels. Il faut rendre uniques ces clients-là. Il faut considérer les clients. Il faut les former. Il faut les conseiller. Il faut les rendre l'authenticité. Même, il y a des clients. Tu te déplaces, tu vas chez eux, tu négocies chez eux. Parce que aussi, il faut réserver. Ça, c'est même interdit, mais il faut réserver. Par exemple, ni connect, ni tol aussi, non quand tu es dans la stratégie. C'est pas pourquoi que tu es léger. Mais non, non. Quand tu veux conquérir et conserver un client, il faut avoir aussi quels sont les leviers que je dois mettre en œuvre ou bien quelles sont les actions appropriées pour pouvoir conserver ce client-là. Parce que le portefeuille client, il y a l'érosion naturelle. Chaque année, il y a 15% d'entreprises qui perdent leurs clients. Il faut aussi injecter du sang neuf, injecter de nouveaux clients. Or, dans le B2B, je vous ai dit en amont que ta base de clientèle est restreinte. Les clients ne comptent pas par millions. C'est pratiquement 200 entreprises, ta cible ou bien 100. Il y a des entreprises qui sont dans le monopzone. Une seule entreprise client. Si tu ne vas pas à cette entreprise-là, tu as un chiffre d'affaires zéro, nada. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut essayer d'étudier, de cribler les besoins de ces clients, bon, comment ils achètent, quel est le spectre, guetter aussi les transformations structurelles, conjoncturelles, conseiller ces clients. Bon, essayer de l'intéresser par des métriques. Parce que aussi le marketing, il y a le marketing scientifique. Il faut aussi regarder un tableau de bord, comprendre aussi, bon, de ce client-là, quels sont ses produits, comment faire pour développer, parce que vendre, c'est rendre service.
Quand tu ne rends pas service, tu ne fais pas de la vente ni du marketing. Parce qu'un client, quand il ne trouve pas son compte dans votre relation, c'est un client qui va te quitter, ça c'est sûr. Donc, il faut engager le client, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle tu me donnes, moi je te rends, c'est-à-dire créer ce qu'on appelle la réciprocité commerciale, pour pouvoir aussi fixer ce client-là, essayer de cheminer avec lui tout le long de son cycle. Donc, après l'engagement, nous allons parler un peu de ce qu'on appelle la reconquête. Il faut conquérir les clients, faire de la prospection, regarder avec quel client tu peux travailler. Après la conquête, il faut essayer de développer les clients, c'est-à-dire que regarder le panier moyen et puis augmenter ce qu'on appelle le volume d'affaires avec chaque client, en faisant ce qu'on appelle du cross-selling ou bien du upselling. Tout ça, c'est des stratégies pour pouvoir vendre plus à ce client-là. Et puis réinventer aussi de nouvelles solutions à ses besoins. Essayer aussi de tirer les clients pour aussi faire des ventes modifiées, faire ce qu'on appelle des ventes aussi renouvelées, et puis faire aussi des ventes de changement. Souvent, il y a des équipements, il y a des entreprises, ils t'enlèvent les anciens équipements, ils installent d'autres. Ils sont actuellement dans le service après-vente. Il y a beaucoup d'entreprises, bon, souvent, moi j'ai vendu à un client 10 ans avant, peut-être que la technologie a avancé, il faut lui dire aussi que la technologie a avancé, est-ce que je ne peux pas reprendre ce que je t'avais donné pour t'installer aussi moyennant des conditions de vente. Parce que le prix, ce n'est pas une transaction simple et simpliste. C'est ce qu'on appelle le prix et les conditions de vente. Moi, c'est ça, tu vas me payer avec ça. Mais il faut démontrer ce qu'on appelle aussi, en amont, j'avais dit aussi, solution et return. Le premier SR, c'est le solution et return. Il faut que sa solution aussi doit satisfaire les bénéfices du client. Il faut que si tu demandes au client, cette solution peut t'apporter un retour sur investissement. Parce que le B2B, ce n'est pas le B2C. Ce n'est pas que, en B2C, quelqu'un qui peut consommer une boisson, après l'acte de consommation, il n'est pas satisfait, il ne peut pas retourner la boisson. Mais quand tu es dans l'achat impliquant, par exemple, tu achètes une centrale nucléaire, la centrale nucléaire, elle a une durée de vie. Celui qui l'a vendu, il est lié avec son client à long terme. Donc, il faut essayer de lui faire part des nouvelles, la sécurité, les innovations, l'accompagner, conseiller et faire tout ça pour que le client, quand il commande encore, il va revenir chez toi pour pouvoir commander une deuxième centrale. C'est ça l'idée. Il faut aussi faire ce qu'on raconte, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'érosion naturelle du portefeuille client. Je l'avais dit tantôt. Il y a des entreprises qui perdent 15% de leur portefeuille client par année. Pour différents motifs, on va le voir. Après. Il faut être ce qu'on appelle en perpétuelle prospection et de reconquête. Une entreprise doit être un fouineur. Il faut être un lapin. Il faut regarder son environnement. Il faut être aware. Il faut regarder pour renouveler un peu chaque année ta base de clientèle. Il faut être dans la stratégie de reconquête permanente. Deux actions. Reconquérir les clients et anticiper un désengagement du client. Quand on est dans la stratégie de reconquête permanente, et puis on ne détecte pas les signaux faibles, pourquoi les clients nous quittent? Ça aussi, il faut le voir. Parce qu'un client ne quitte pas comme ça une entreprise. Quand tu as, par exemple, une transaction avec une entreprise, quand tu es satisfait, tu essaies de renouveler l'acte d'achat. Mais quand tu quittes tout bonnement, peut-être que cette entreprise-là n'a pas eu les bonnes idées ou bien la bonne stratégie pour pouvoir te maintenir. Donc, il faut regarder en interne comment faire pour renouveler ma base de clientèle à cause de l'érosion naturelle ou bien de l'attrition. Aussi, anticiper sur le désengagement. Parce qu'un client, quand il est à rupture, ce qu'on appelle churn en anglais, un concurrent peut te piquer ton client. Il y a beaucoup, par exemple, quand tu prends Free vient pêcher dans les clients d'Orange. Orange aussi la même chose. Free churn chez Sonatel. Orange churn c'est l'autre. C'est ça, comme ça. Inversement. Les causes de l'attrition, par exemple, pourquoi le client quitte? Il faut comprendre pourquoi la rupture. Il ne faut pas être aussi dans le vide en train de chercher de nouveaux clients. Et puis, les clients qui sont déjà acquis, tu as investi des moyens. C'est-à-dire ce qu'on appelle le coût d'acquisition d'un client. Et puis, tu ne sais pas maintenir un client. Voilà. Li ñu wax jabar ci olof
mën a wut ay soxna man leen téye ko gën c'est important sinon bu fekkee ne ku déconné rek nga bàyyi ko bu yàggee les gars yi bàyyi la parce que dañ lay wutal jikko entreprise aussi y a ce qu'on appelle les entreprises yoo xamante ni bon excusez-moi du wolof bon les entreprises qui ont un bad advertising c'est-à-dire ils ont une mauvaise réputation client. Ils peuvent gagner des clients mais ils ne savent pas conserver des clients. Donc il arrive un moment où tu vas fermer, tu auras un défaut de marché. Ça grève aussi ce qu'on appelle le capital client. Une entreprise, c'est des clients. Quand tu fabriques ton produit ou bien ta solution, tu n'as pas de marché ou bien des débouchés commerciaux, tu fermes. Parce que tu ne peux pas engager des moyens pour la production et puis le circuit de commercialisation n'est pas assez fourni pour pouvoir écouler. Donc, les entrepreneurs, c'est un conseil que je vous donne, c'est-à-dire la maîtrise technologique ne suffit pas toujours pour créer une entreprise. Il faut aussi faire ce qu'on appelle la maîtrise commerciale. Il faut aussi intéresser vos clients, créer une base de clientèle assez fournie pour augmenter la durée de vie de votre entreprise. Mais j'ai une solution, s'appelle, par exemple, une solution ingénieuse. Moi, je suis un ingénieur, j'ai créé une machine qui sait faire ceci, cela. Mais cette machine, où est-ce que tu vas la vendre? Est-ce que cette machine peut durer dans le marché? Ça aussi, il faut regarder l'aspect commercial. L'aspect marketing, comment tu vas faire aussi pour avoir un business model qui te permet aussi de rentabiliser ta création. Le business model, c'est l'équation du profit aussi. L'équation du profit, c'est comment faire pour rentabiliser le retour sur investissement. Il faut démontrer le retour sur investissement au client pour pouvoir aussi, toi aussi, pouvoir générer des revenus, pour pouvoir aussi investir dans le développement de l'entreprise. Donc, la base de clientèle est essentielle et importante pour une entreprise. Il faut aussi, il y a des relations commerciales qui n'ont pas une rupture totale, mais un refroidissement. Ou bien ce qu'on appelle un déréférencement. Tu n'es plus dans le panel. Par exemple, même les appels d'offres, tu n'es plus au courant de ça. Mais tu es là-bas. Tu as déposé une demande d'agrément dans cette entreprise, mais quand il y a appel d'offres, on ne te consulte pas. C'est-à-dire qu'il y a un refroidissement commercial entre toi et le zone. Il faut regarder pourquoi. C'est des signaux faibles. C'est ce qu'on appelle les signaux faibles et les indices inquiétants. Tu regardes, telle entreprise a lancé un appel d'offres, moi j'avais un agrément dans cette entreprise, on ne m'a pas consulté. C'est des signes de refroidissement, c'est des signaux faibles. Pourquoi cette entreprise-là m'a zappé? Pourquoi ils n'ont pas consulté? Si toutes les entreprises font comme ça, moi je ne vais pas avoir un chiffre d'affaires à la fin de l'année. Ça aussi, il faut regarder les causes profondes du refroidissement ou bien des référencements. C'est l'analyse des signaux faibles et des indices inquiétants. Et puis, ne pas inscrire aussi l'entreprise dans un silo marketing. Un silo marketing, c'est dire que c'est seulement les marketeurs qui font du marketing. Non. Le marketing dans une entreprise, c'est de la porte à la direction générale. Un seul client pour faire perdre un client, un gardien. Il y a des entreprises, rentrer là-bas, c'est la croix et la bannière. Ils font zéro marketing. Ils n'ont pas de reconnaissance. Ils traitent des clients comme un client qui est venu avec sa mallette d'argent. Il y a les procédures de sécurité. Mais il faut savoir enchanter les clients. Il y a le marketing d'entrée. Mais souvent, tu perds le client à la porte. Moi, je connais beaucoup d'entreprises, ils avaient des contrats qui sont perturbés. Le premier contrat avec le gardien. L'entreprise, c'est ce dont je parle. Donc, le marketing, c'est-à-dire c'est toutes les fonctions de l'entreprise qui doivent concourir à enchanter les clients. Le marketing, c'est de la porte à la direction générale, au directeur général. Le directeur général, c'est le VRP, c'est le premier vendeur de l'entreprise. Donc, il doit sensibiliser toute cette chaîne. Parce que le parcours client aussi, il faut avoir un parcours fluide et intéressant. Parce qu'il faut donner aussi de l'expérience au client. L'ensemble des points de contact entre le client et l'entreprise, ça doit être des points de contact, franchement, qui peuvent enchanter l'entreprise, qui reflètent l'image de l'entreprise, qui reflètent aussi pour que le client puisse aussi avoir des raisons pour travailler avec cette entreprise-là. Parce que souvent, il y a des entreprises qui sont très mauvaises en relation client. Toutes les entreprises qui te prennent des problèmes à la porte, si tu vas aussi au niveau supérieur, c'est la même chose. Parce que la stratégie aussi d'entrée, c'est défini aussi, cette politique, c'est défini par la direction générale. Il faut aussi reconnaître les clients. Il faut savoir aussi les sécuriser. Il faut savoir les accompagner. Il faut savoir aussi les orienter et les informer. C'est extrêmement important.
Anticiper un désengagement du client, tu peux le voir dans les métriques. Par exemple, quand tu prends la segmentation RFM, recense, ce client a acheté ce mois-ci, mais il est resté 2 mois ou bien 4 mois sans acheter. La fréquence d'achat commence à s'étirer. Ça, c'est des signaux inquiétants. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle des signaux faibles. Il faut regarder pourquoi le client ne vient plus. Il faut aller l'approcher, regarder. Est-ce que vous n'êtes pas satisfait de votre dernier achat? Mais laissez le client vous dire que c'est correct. Dynamica. Non. Attention. Les concurrents sont là. Le client ne peut pas venir. Hein, parce que ton concurrent, il vend la même chose que vous. Ou bien mieux encore. Il ne faut pas laisser les clients la latitude de pouvoir voir ailleurs. Ça aussi, c'est dangereux pour une entreprise qui veut avoir de la clientèle. Il faut être réactif aussi aux sollicitations diverses. Il y a des entreprises, quand tu leur envoies un mail, ils ne sont pas réactifs. Ils attendent 5 jours pour te répondre. 5 jours pour te répondre. Ils ne sont pas réactifs, ils sont là. Ils lisent. Non, ce n'est pas grave, je vais attendre après. Il faut guetter aussi ce qu'on appelle les changements organisationnels. Il faut faire de la veille commerciale, de la veille marketing. Parce que souvent, tu entends dans les informations tel directeur général qu'on l'a limogé. Ça, c'est une information de taille. Ton spectre a bougé, il faut aller regarder pourquoi ce gars il a sauté. Tel directeur des achats a été remercié. Telle nomination a été apparue sur telle entreprise. Ça, c'est ce qu'on appelle des changements organisationnels. Il faut faire de la veille organisationnelle. Pour pouvoir aussi regarder, moi je dois créer d'autres relations avec tel ou tel. Ma proposition doit bouger sur tel. Cette décision d'achat doit impacter. Mais cette nomination, est-ce que ça va impacter maintenant la décision d'achat? La longueur ou bien, moi, il me faut aussi connaître celui-là, essayer de voir ses motivations rationnelles et ses motivations irrationnelles pour pouvoir aussi rester dans cette entreprise. Une simple nomination. Ou bien que peut te porter préjudice dans une entreprise. Il faut anticiper aussi ce qu'on appelle dans l'anticipation. Toutes ces informations, c'est de ce qu'on appelle de la veille. Il faut veiller. Tout ce qui bouge dans ton environnement, comme les clients ne sont pas nombreux, tu peux les contrôler. Il faut chercher l'information. Il faut être dans l'intelligence commerciale. Il faut être dans l'intelligence d'affaires. Surtout les nominations et les défenestrations. Parce que celui-là, ce qu'il a... Parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup dans ce spectre, il représente un prestataire. Mais quand tu perds un influenceur de taille, l'appel d'offres est là. Celui-là, il vient avec ce qu'on appelle aussi de ses... On connaît, c'est à la sénégalaise, quoi. On connaît ce qui se passe. Il faut aussi regarder, mais telle nomination ou bien tel licenciement, qu'est-ce qui a causé ça? Comment je vais faire aussi pour être bien vu? Il faut être dans la veille perpétuelle pour pouvoir aussi être dans la stratégie de reconquête. C'est-à-dire anticiper et reconquérir. Je pense que ça, c'est extrêmement important et utile pour pouvoir préserver aussi le portefeuille client. Parce que c'est une denrée rare. Tout le monde court derrière les mêmes lièvres en B2B. Ce n'est pas le B2C où tu es en face de toi des millions de clients. Tu peux ouvrir un marché dans notre pays limitrophes, mais le B2B souvent, les informations, ça se passe de pays en pays. Quand tu fais une connerie au Sénégal, rapidement, cette connerie va aller au Mali ou bien dans les pays limitrophes parce que les entreprises, ça parle. Souvent, ils font ce qu'on appelle de la veille. Les acheteurs font de la veille. Est-ce que ce client-là, quelles sont ses références? On demande dans les appels les références. Ce que tu vends là, tu l'as vendu où? Est-ce que ça marche toujours? Si ça ne marche pas, cette référence-là, il y a beaucoup de specs qui appellent cette référence, mais qu'est-ce que tu connais de... Maintenant, ta réputation va te suivre partout. Donc, il faut être ce qu'on appelle... essayer de soigner ta réputation aussi. En online et en offline aussi. Ce n'est pas pour rien les gens recrutent des community managers. Ils sont dans les réseaux sociaux, ils expliquent aux clients, ils font dans l'information, ils corrigent aussi ce qu'on appelle le bad advertising. Parce qu'il faut aussi ce qu'on appelle une réputation numérique normale. Il y a beaucoup de clients. Ça aussi, pour terminer, les gens qui peuvent préserver, il y a des stratégies à dérouler. Il ne faut pas se limiter seulement à la conquête. Quand tu conquiers quelqu'un, il faut développer, essayer d'augmenter le panier moyen. Il faut l'engager pour en faire un ambassadeur, ou bien celui qui va te recommander. Il faut engager le maximum de clients possible. En même temps aussi faire la stratégie de reconquête, parce que souvent, on perd un client, on va aller là-bas pour reconquérir ce client. Ce client peut revenir, ou bien faire revenir d'autres personnes. Les signaux qui engendrent la rupture
ou bien les refroidissements des relations commerciales entre deux entreprises, il faut comprendre les signaux faibles. Regardez pourquoi cette entreprise m'a quitté. Mais c'est pas pour que, mais je vais avoir d'autres clients. Mais les clients sont rares à B2B. J'ai dit que les clients sont restreints. La base de clientèle est restreinte. La durée aussi de décision d'achat peut prendre des années. Quand tu es une entreprise de BTP, tu restes 2 ans sans avoir de marché, tu as des problèmes de trésorerie. Les décisions d'achat d'une centrale nucléaire ou bien de stade de Diamniadio, ça se négocie sur 5 ans. Ces 5 ans-là, il faut payer les ingénieurs, il faut payer les bureaux d'études, il faut payer les employés. Donc, il faut avoir des contrats de façon régulière. Pour ça, il faut développer la clientèle. Faire dans l'achat renouvelé ou bien dans la vente renouvelée. Conserver le maximum de ta base de clientèle. Éviter aussi le plus possible l'érosion du portefeuille d'achat. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Donc, c'est un sujet assez vaste pour être développé en 1 heure de temps. Bon, je vous remercie tous les internautes qui ont eu à nous suivre. Sur Marketing TV Monde, c'est la télévision qui nous forme et qui nous informe. Parce que si vous avez aussi des questions à poser, vous pouvez les poser. Moi, je vais répondre sur toutes les questions. De toute façon, bon, il faut comprendre que l'univers du B2B, c'est extrêmement compliqué. Il faut vraiment des professionnels pour pouvoir aussi évoluer. C'est-à-dire, c'est swimming with the sharks. C'est-à-dire, en anglais, c'est nager avec des requins. Les concurrents sont là, ils veulent te dévorer et prendre tes clients. Le nombre de clients est restreint. La durée de décision d'achat est très longue. Les décisions sont complexes. Donc, il faut être un professionnel, un expert dans le métier du client, avoir les bonnes stratégies opérationnelles pour pouvoir reconquérir, conquérir, développer, engager et fidéliser la clientèle. Je vous remercie.